les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, je lasse le Mans. Poussé vers la sortie. Qui pourra incarner Samuel Paty au cinéma? Le Tuche, avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, carrément financé à l'aide. Merci rémunérateur. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Yann Penaud, Jean Merle, L'Abeille, Francis et Véronique Gaillard, Pierre Bourdin, Philippe Bohen et Stini Karl. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Le Poudré sur la politique nationale, je lasse le manche, a déclaré donc Emmanuel Macron à des proches, source Le Parisien. Quelle a été la réaction des internautes à cette étrange phrase? Un énorme éclat de rire. Voilà que Macron alimente la rumeur, écrit l'un. Il va divorcer, s'interroge un autre. Et oui, Macron, plus personne ne le prend au sérieux. C'est un pitre démonétisé. Et c'est l'avis partagé par tous, particulièrement par les macroniers. Bref de presse. Il est quasiment mort, s'alarme un soutien d'Emmanuel Macron. Il n'a pas voulu lâcher le manche, il le reprend dans la figure, tranche un autre fidèle du président de la République. Une dissolution? Les gens vont se foutre de notre gueule. Autant que le président donne sa démission, ça ira plus vite, lâche même un ministre dans les colonnes du Parisien. Le quotidien estime que le Poudré est désormais au bord du gouffre. C'est fascinant quand même, parce qu'il y a une dizaine de jours, j'avais une source qui m'avait annoncé que les proches d'Emmanuel Macron le poussaient à la démission. Eh bien, il a fallu tout ce temps, une dizaine de jours, pour que l'info arrive enfin dans la presse. Édulcoré certes, mais arrive dans la presse. Les macronards, devant les journalistes, disent qu'ils se taisent et tout bas en off qu'ils partent. Une situation intenable. À RTL, un député macroniste se dit blasé par cette prise de distance du président de la République. Quand il s'exprime sur la politique intérieure, c'est depuis l'étranger. Et quand il est sur le territoire, il n'en parle pas, dit-il, en haussant les épaules. Ça y est, nous y sommes. Où? Souvenez-vous la prédiction que je vous ai faite. Personne ne pourra endosser le bilan d'Emmanuel Macron. Et que voyez-vous? Eh bien, les macronistes et le Poudré qui se défaussent les uns sur les autres des horribles conséquences de leur politique. Macron a prononcé un discours à La Rochelle devant un auditoire très sélectionné. Personne ne l'a écouté, personne n'a repris dans la presse ses propos. Oui, il est comme effacé. C'est dommage, car ce qu'il disait était très instructif. Le tout nucléaire n'est pas soutenable et il est plus cher. Et il faut donc là aussi, pardon de défendre une vieille conviction, mais un en même temps qui marche. Et pourquoi le tout nucléaire n'est pas soutenable alors qu'on a eu plus de 70% de nucléaire depuis 30 ans? Faut-il également rappeler aux Poudré que les européistes, et plus particulièrement les Allemands, ont tout fait pour démolir cet avantage compétitif, le nucléaire, de la France? Bouffon. Je rappelle que les énergies dites renouvelables ne sont pas compatibles avec le nucléaire parce qu'il est dangereux de marier des énergies intermittentes avec le nucléaire qui est une production entre guillemets fixe. Mais avez-vous entendu dans les propos du Poudré le mot le plus important? Vous l'avez? Agenda, bien évidemment. Quel agenda? Celui du Green Deal de Davos? Macron ne comprend rien à l'énergie et en plus ce n'est qu'un petit VRP raté du mondialisme. Et il ajoutait également ceci, Florian Philippot, mais quel culot! Macron vient d'oser déclarer « On ne grandit pas un pays en attaquant ses champions. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ses champions d'aller conquérir des nouveaux marchés. » Mais qui a bradé nos champions nationaux? Alstom, Technip, Lafarge, Doliprane, Alcatel, récemment Exxon, etc. La liste est affreusement longue. Macron, bien sûr. Allez, dehors, vite.
on comprend mieux pourquoi les grands médias ne reprennent plus les propos du poudré. Les inversions accusatoires, ça lasse. Il reste bien évidemment BFM TV. Et encore, c'est rapide, la poussière est sous le tapis. Car enfin, il ne se passe pas un jour sans qu'une usine française emblématique disparaisse, lâchée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est Blédina. Danone va fermer le site Blédina de Villefranche-sur-Saône. 140 ans d'histoire, 117 postes, donc 117 familles concernées. Fermeture prévue en juillet 2027. Source la tribune Le Progrès. On vous dira que c'est la conjoncture, on promettra des solutions. Et pendant ce temps, l'industrie française se vide, usine après usine, pendant que certains jouent aux révolutionnaires fiscaux à Paris. Ce pays ne meurt pas par fatalité, il meurt par renoncement. Et sur Exxon, justement, Ciotti interpelle le gouvernement à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, le pouvoir macroniste que vous incarnez et que vous représentez a depuis son avènement bradé beaucoup de fleurons de notre technologie et de notre industrie. Alstom, Technip, Latécoère en sont malheureusement quelques exemples. Aujourd'hui, EDF s'apprête à continuer cette sombre perspective en cédant une de ses filiales majeures, stratégiques, Exaion, à l'américain Mara. Cette vente au rabais marquerait un abandon supplémentaire de notre souveraineté nationale. Souveraineté énergétique, souveraineté numérique, mais aussi souveraineté monétaire. Exaion, pourtant, pourrait devenir dans le futur l'une des pépites de demain dans des domaines porteurs d'avenir et à haute plus-value. Le calcul haute performance, l'intelligence artificielle, le minage des bitcoins. Avec ce rachat, la France perdrait, si vous n'intervenez pas, un atout stratégique dans la révolution technologique, industrielle et monétaire en cours. Pire encore, une clause de non-concurrence interdirait à EDF de relancer une activité similaire pendant 2 ans. EDF et notre parc nucléaire constituent un trésor national, héritage du général de Gaulle, financé par des générations de Français. Le temps presse donc. Monsieur le Premier ministre, vous avez le pouvoir de bloquer cette vente. Je vous le demande solennellement. Allez-vous brader un nouveau fleuron né du génie national ou allez-vous vous opposer à cette vente? Merci beaucoup. Allez-vous vous opposer à cette vente? Bien sûr que non. Eh oui, la réponse de Le Cornu est minable, pas à la hauteur. Il promet des contrôles, de la surveillance. C'est la même réponse à chaque fois qu'il brade un fleuron au ricain. Et ces macronistes osent faire les malins. Mais on est dorénavant à 3400 milliards de dettes. On sera à 3500 dans peu de temps, plus 1200 milliards sous Emmanuel Macron. Et oui, ils font les malins parce qu'on les voit sur les plateaux de télévision se vanter du retour de la croissance. Avec toutes ces faillites, cette augmentation du chômage, explication. Je ne sais pas si on se rend bien compte du maquillage pour ne pas dire qu'on est en récession. Depuis 2018, en Macronie sont inclus le trafic de stupéfiants et la prostitution dans le PIB. Et ils sont fiers d'annoncer une croissance de 0,5% avec 155 milliards d'euros de déficit. Mais comment osent-ils se vanter d'un tel échec? 155 milliards d'euros de déficit pour 0,5% de croissance, mais c'est terrifiant. Cela signifie que la machine France est complètement à l'arrêt. Que dis-je? Elle est en train de glisser en arrière, la récession. Mais que restera-t-il du macronisme? Après son élection en 2017. Pas grand-chose. Effectivement, le second mandat d'Emmanuel Macron est un mandat assez désastreux, puisque ce qui en constituait la seule vraie grande réforme, c'était Eh oui, ils sont tous en train de le lâcher. Même Brice Teinturier, souvenez-vous, en 2018, c'est un président qui crée majoritairement de la fierté.
Après l'avoir porté au nu, le système le lâche. Oui, oui, je ne cesse de le répéter, plus personne ne peut endosser le bilan de la Macronie, même plus les journalistes qui l'ont soutenu. Et, chose curieuse, sur ce désastre, les horribles socialos essaient de relever la tête. Eux aussi osent tout. S'il y a ordonnance, notamment sur le budget de la Sécu, ce sera le texte initial dans lequel il y a le gel des prestations, le doublement des franchises, toutes les mesures que nous combattons. Donc forcément, le gouvernement chutera, estime Jérôme Gage, socialo. Mais c'est du comique de répétition. Encore la menace, qui ne vient jamais, de la motion de censure. Cela va durer longtemps, cette blague. Et puis, Jérôme Gage, avez-vous oublié que le Poudré était votre ministre de l'économie et que vous le soutenez depuis 8 ans? Pierre Gentillet. Oui, mais avec les ordonnances, le budget est adopté même si le gouvernement tombe. Contrairement au 49.3, la chute du gouvernement n'empêche pas l'entrée en vigueur du budget adopté par ordonnance. Résultat, vous pourrez toujours faire censurer le Cornu tardivement, mais son budget aura déjà été validé entre-temps, et vous le savez très bien. Quel est le mot qui exprime le fait en même temps de mentir, de tromper, de manipuler les électeurs et de les prendre pour des très gros abrutis? Vous avez trouvé? Oui, c'est socialiste. Oh, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Montebourg. Ces 75% proposés par François Hollande à l'époque étaient juste destinés à ne pas être utilisés, à ne pas être appliqués. Elle était destinée à éviter que Mélenchon lui passe devant, puis quand il était au pouvoir, elle était destinée à ce qu'elle n'ait pas d'existence réelle. Voilà. C'est assez simple, ça s'appelle la politique, comme vous dites. Ouais. Quelque chose que j'ai... Voilà qui ne devrait pas aider à décoller l'étiquette de traître à coller aux socialistes. Arnaud Montebourg reconnaît que la fameuse taxe à 75% sur les très hauts revenus, promesse phare de François Hollande, n'était en réalité qu'un stratagème pour séduire les électeurs de Mélenchon et tromper les électeurs socialistes. En 2025, le stratagème s'appelle taxe Zuckman. Vous imaginez ce que cela signifie? Eh bien, un socialiste ne doit avoir aucune conscience, aucune limite, aucun état d'âme. Tout est bon pour se remplir la panse. Tenez, les PER. Vous augmentez les droits de succession? Eh bien, maintenant, ils veulent taxer les PER pour payer justement les droits de succession qu'ils ont augmentés. C'est au-delà du Gorafi. Nous constatons que le PER est aujourd'hui détourné de sa fonction et qu'un certain nombre de personnes l'utilisent comme un moyen de mettre de côté pour sa succession. Et donc, par cet amendement, ce que nous proposons, c'est de remédier à cette faille qui fait que quand on décède, le PER est transmis aux enfants qui payent certes des droits de mutation, mais ne paieront jamais l'impôt sur le revenu. Quel genre d'homme faut-il être pour tenir de tels propos, pour en avoir l'idée même, pour faire les poches des morts? Un assoiffé de taxes, un individu plein de ressentiments, charognard et probablement bien triste. Oh, plus exactement, un socialiste. Et quand on examine leur bilan local à tous ces socialistes, mon Dieu, des dettes et de l'insécurité. Et ils s'interrogent? Une pétition réclame des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en Île-de-France. Il n'y a aucun grand remplacement et aucun ensauvagement en France, mais on doit créer des wagons réservés aux femmes pour les protéger. Mais les protéger de quoi? De qui? C'est un mystère. Oui, à chaque fois, avec ces escrologistes socialistes et autres nouveaux fronts populaires, nous avons des villes poubelles, des villes désertées, des villes dangereuses. Le Figaro à lire, c'est devenu insoutenable, la bataille des maires pour stopper l'hémorragie des commerces des centres-villes, que les maires commencent par s'interroger sur les conditions de circulation et surtout de stationnement dans les centres-villes. Et le plus cocasse, c'est que tous ces maires escrologistes socialistes vantent leur bilan. Après les ZFE, l'explosion de la délinquance, les zombies camés un peu partout et ces fameuses zones piétonnes. Et aujourd'hui, ils déplorent l'absence, la disparition des commerces dans les centres-villes. Ah oui, c'est vraiment étonnant. Remarquez que chez les socialistes, il y a comme un effet Macron. La base rugit contre le chef Olivier Faure, cet idiot utile collabo de Le Cornu. Le PS au bord de l'explosion?
Vico, député PS du Nord, s'exaspère. Nous avions affirmé que sans taxe Zuckman, nous censurions aussitôt. Puis que sans Zuckman Light, nous censurions aussi. Nous n'avons obtenu ni l'une ni l'autre. Et nous ne censurons pas. Il faudrait peut-être rappeler à ce député Vico qu'il est socialiste et que c'est dans leur ADN de tromper les électeurs. Bon, remarquez, c'est la même chose chez les LR. Face à l'impasse du budget, le retour du 49-3 fait son chemin dans le camp présidentiel, en contradiction totale avec l'engagement pris le mois dernier par Sébastien Lecornu. Parfois, on a l'impression d'assister à un concours, oui, un concours cynique, celui qui mentira le plus, qui manipulera le plus les électeurs. Dégoûtant. Le RN est également dans la tourmente. Sonia Mabrouk, quand on voit le tableau de Sarah Knafo sur les nouvelles taxes à l'Assemblée, on voit que le Rassemblement national a eu la main lourde sur la folie fiscale. Le Rassemblement national a-t-il commis une faute stratégique ? Il a cru qu'en votant des amendements, des hausses d'impôts, il se doterait d'une image constructive à un parti de gouvernement. Est-ce une erreur ? L'avenir nous le dira. Mais pour ma part, je pense qu'on ne doit pas travailler avec des socialistes et avec des macronistes. Chère Sarah, répond Jean-Philippe Tanguy, je suis encore obligé de répondre à vos mensonges contre le Rassemblement national tant ils nuisent à la cause nationale. Je préfère réutiliser mon temps contre les macronistes et la gauche, mais visiblement, nous n'avons pas le même sens des priorités. Au nom de l'article 40 de la Constitution, les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Autrement dit, les députés peuvent refuser les nouvelles hausses d'impôts pour 2026, mais nous n'avons pas le droit de baisser les impôts sans l'accord du gouvernement. Vous le savez très bien. Donc vous mentez sciemment et j'espère que les honnêtes gens qui vous suivent verront votre tempérament. Quand nous proposons une baisse d'impôts, un député doit hélas la gager sur une hausse équivalente. C'est le gouvernement qui seul peut lever le gage. Aussi, on peut baisser les impôts des classes moyennes, on doit les augmenter ailleurs, sauf accord du gouvernement. C'est juste, mais on revient à la case départ. Du fait même de cet article 40, le Rassemblement national aurait dû s'abstenir, puisqu'il ne peut garantir des baisses d'impôts. Jean-Philippe et Sarah ont raison tous les deux, mais il y a des conséquences à la politique d'Emmanuel Macron. SOS, entreprises et investisseurs quittent la France. Criteo déplace son siège aux États-Unis. Total va être coté à New York et des milliers de particuliers partent notamment vers Milan. Triste paradoxe, n'ont-ils pas raison ? Car aimer la France, c'est désormais refuser de nourrir la bête fiscale, l'État socialiste, sans quoi elle sera toujours plus affamée. Je voudrais modérer ce propos. L'exil est toujours une déchirure. Mais vous avez le visage du socialisme et de l'européisme. Car détruire en même temps les frontières et alourdir la pression fiscale, mais il faut être complètement maboule. Et il faut ajouter que de très nombreux États dans le monde déroulent le tapis rouge à toutes ces grandes fortunes. Canton suisse, Luxembourg, Dubaï, Singapour, Hong Kong. Oui, les socialistes sont des maboules. C'est expliqué d'ailleurs par le patron de Michelin. En janvier dernier, au Sénat, le patron de Michelin était revenu sur l'épineuse question des augmentations, trop coûteuses pour les entreprises et dont une partie seulement revient dans la poche des travailleurs au bout du compte. On va prendre 100 € bruts versés en France. Le coût moyen pour l'entreprise, c'est 142. Le salarié, lui, va toucher 77,5. Les mêmes 100 € versés en Allemagne vont coûter 120 à l'entreprise et le salarié va toucher 80. Au Canada, le coût pour l'entreprise, c'est 115. Pour le salarié, c'est 85. Pour la Thaïlande, le coût pour l'entreprise, c'est 120 et pour le salarié, c'est 80. Les socialistes sont arrivés à inventer la concurrence déloyale, la traîtrise, avec les taxes. Quelle solution ? Ah, un joli texte de Natacha Polony, très inspiré en ce moment. Un retour de flamme pour le souverainisme, l'épisode Légas-Fesneau enterré. Son texte. Après avoir survécu à toutes les crises, les guerres, les révolutions, cette Assyrie vénérable est placée en liquidation judiciaire. Au lieu de la réindustrialisation promise par la Macronie, le mouvement de perte du tissu industriel s'est accéléré.
sous l'effet de la concurrence déloyale, du coût artificiellement élevé de l'électricité et de l'interdiction de mener une politique industrielle par des traités européens complètement inadaptés. Comment pouvait-il en être autrement? Les mêmes causes entraînant les mêmes effets? La politique gouvernementale annoncée à coups de trompe s'est bornée à subventionner telle ou telle ouverture d'usines médiatiques, du saupoudrage au service de la com. Pour réindustrialiser, il faut déjà ne pas désindustrialiser, préserver les savoir-faire, les entreprises existantes, les écosystèmes, et pour cela rompre avec la logique néolibérale financière européiste. Il faut protéger l'industrie de la concurrence déloyale, sortir du marché unique de l'électricité et revoir une planification crédible. Autrement dit, le Frexit. Je ne cesserai de le répéter, nos entreprises, ce sont nos trésors. Et nos fermes sont tout aussi précieuses. Vous avez compris, transition, le monde agricole, attaqué par les escrologistes et par les européistes. La justice, vous en souvenez, a ordonné à l'éleveur de démolir son bâtiment en bois qui contrevient à la loi littérale. C'est toute ma vie poursuivie par une association escrologiste, une bergerie du Mont-Saint-Michel menacée de disparition. Des dangers publics sont en liberté. Par contre, venir faire embêter plus exactement ceux qui travaillent, là, il y a du monde. Ce pays tourne à l'envers. Cela va même au-delà pour les éleveurs bovins. On assiste à un massacre, un délire sanitaire. C'est terrible. Des éleveurs en pleurs, détruits psychologiquement. Leurs vaches vont être abattues. Dans les Pyrénées-Orientales, environ 80 bovins sont... C'est un massacre organisé par les directives européennes du cheptel, de la biodiversité et des éleveurs. Oui, il faut soutenir ces éleveurs qui n'ont pas d'autre choix que de se plier à des lois folles de sacrifice. Un jour viendra, le peuple sera derrière eux. Nous serons une nation à faire tomber la technocratie de l'Union européenne. Ils n'abattent pas seulement les bêtes malades, mais également les bêtes saines. Et c'est ainsi qu'ils détruisent la vie des éleveurs. Et il faut dire quelque chose, il faut le répéter. Ils tuent des vaches malades, dont la maladie n'est pas contagieuse à l'homme, et une maladie assez bénigne qui se soigne en 3 jours. Et oui, depuis quand on tue des bêtes qui sont un peu malades? Ah oui, depuis l'Union européenne qui veut nous vendre des pchoutes. Dermatose bovine, c'est le nom de la maladie. Polémique après l'abandon de cadavres de vaches euthanasiées dans les estives du Canigou. Pour que la maladie se répande encore plus vite, je vous laisse répondre. Mais je ne suis pas étonné de ce genre de politique depuis le Rivotril. La mafia socialiste en quelques chiffres. Nombre d'élus en France, 567 222 élus locaux et nationaux. Il y a un élu pour 118 Français. Le Parti socialiste, peu de militants mais beaucoup d'élus et énormément de gens qui travaillent dans les associations. En France, le secteur associatif emploie environ 1,9 million de salariés. Le nombre de salariés a progressé de 2,7 en 2022 pour atteindre ce niveau après une baisse en 2020 due à la crise sanitaire. Entendons-nous bien, de nombreuses associations sont légitimes et font un travail formidable. Mais l'ennui, c'est qu'elles bénéficient de subventions de la mairie, du département, de la région, ce qui permet à la mafia socialiste de placer ses sbires. Et certaines associations devraient normalement disparaître. Les associations d'accueil aux migrants, 300 000 à 450 000 personnes. Sur la base des données disponibles, on peut estimer que plusieurs dizaines de milliers de personnes, salariés et bénévoles professionnels, travaillent dans ce milieu avec une forte professionnalisation récente des socialos. Voici un aperçu structuré des éléments chiffrés. Chiffres clés sur les associations impliquées, nombre d'associations actives. Près de 1500 associations contribuent directement à l'accueil et à l'intégration des immigrés primo-arrivants selon le ministère de l'Intérieur. Pour un budget de près d'1 milliard. Najat Vallaud-Belkacem est un exemple de ces personnalités socialistes qui dirigent une association, France Terre d'Asile. Vous comprenez ainsi leur acharnement à ces socialos à accueillir toujours plus de clandestins
et leur volonté de cacher les réalités de la submersion. Depuis l'État socialiste, la France se transforme. Il n'y a pas que la délinquance, il y a également le monde du travail. Livreur à domicile, le nouvel esclavagisme des temps modernes. Gain sur une course, 3,25 €. Gain mensuel des meilleurs mois, 2000 € net, mais sans compter les heures et les kilomètres parcourus. Payé à la course, le salaire peut être largement inférieur au SMIC, ramené au nombre d'heures. Ils sont auto-entrepreneurs, ils n'ont ni congé, ni indemnité en cas d'accident du travail, ils doivent fournir leur vélo ou location possible. Deliveroo peut leur louer la panoplie complète, vélo, casque, sac isotherme pour 140 € par mois. Théoriquement, ils doivent avoir des papiers en règle, mais les fraudes sont nombreuses. Un sacré business sur le dos de cette misère à bas coût importée pour cela. Vous commencez à comprendre l'économie socialiste? Vous faites venir des esclaves du monde entier. Pour cela, vous partagez les rentes, vous partagez les subventions, vous vous enrichissez, et en plus, ils vous livrent vos repas. Alors oui, il faut taxer les Français, et tant pis pour la délinquance, les droits des salariés et les finances publiques. International, Trump dans la tourmente. Le socialiste Zoran Mamdani, opposant à Trump, élu maire de New York. Et une ville de plus. Et à chaque fois, ce sont des villes généralement qui ont été gérées par les démocrates. Oui, New York est une ville démocrate, un peu comme Londres ou comme Paris. Oui, Donald Trump est dans une mauvaise passe. De nouveaux sondages montrent que Donald Trump a atteint son plus bas niveau historique en matière de cote de popularité. Il n'est plus qu'à 37%. Mais quelles en sont les raisons? La production industrielle américaine se contracte pour le 8e mois consécutif. L'activisme de Trump sur la scène internationale fait certainement plaisir aux néoconservateurs de son entourage, mais sa base électorale se montre de plus en plus impatiente de voir la relance promise de l'économie américaine. Ses électeurs lui reprochent aussi son attitude dans le shutdown, le vote du budget. Quant à son bellicisme vis-à-vis de Maduro, il est très impopulaire. L'opinion publique américaine, une opposition claire à la guerre. Et oui, les Américains ont voté pour la paix et Donald Trump veut livrer une guerre à Maduro. Les Américains sont globalement hostiles aux interventions militaires à l'étranger, une tendance renforcée par les échecs en Irak, en Afghanistan et en Libye. Sur le cas vénézuélien spécifiquement, sondage YouGov, 5-8 septembre 2025. 62% s'opposent fermement à une invasion du Venezuela. Seulement 16% y sont favorables, 22% d'indécis. L'opposition à l'usage de la force pour renverser Maduro est à 53% contre 18% de soutien. Les démocrates, 74% et indépendants, 63% sont les plus hostiles. Les républicains le sont moins à 48%. Si Trump veut remonter la pente, il devra redistribuer du pouvoir d'achat aux Américains et surtout tenir sa promesse, ne pas déclarer de nouvelle guerre. Union européenne, Ukraine. Ukraine, encore 1,8 milliard d'euros de l'Union européenne pour rembourser les prêts et soutenir l'administration. Mais il faut être clair, ce prêt est très insuffisant pour faire tourner la machine ukrainienne. C'est juste pour l'empêcher de s'effondrer. L'Union européenne est-elle en train de se désengager? Bravo au nouveau gouvernement tchèque qui vient de faire savoir. Arrêt du soutien financier et militaire à l'Ukraine, refus absolu du passage à l'euro, on garde la couronne tchèque, refus de l'interdiction des voitures thermiques en 2035, combat contre l'escrologie, des objectifs formidables. Sanctions de l'Europe contre la Russie. Attention à ce titre, guerre en Ukraine, en réponse aux dernières sanctions occidentales contre la Russie, les grandes raffineries de pétrole turques augmentent leurs achats de pétrole non russe. Un grand succès ces sanctions. Pourquoi? Parce que la Turquie continue de raffiner 47% de pétrole russe. Elles ont juste acheté un peu plus de pétrole irakien. Mais quelle blague! Zelensky dans son bunker. Zelensky exige de provoquer une crise énergétique mondiale au profit de son régime. Le chef du régime de Kiev, s'adressant aux autorités de l'Union européenne, s'en est pris à l'énergie nucléaire russe.
Les dernières déclarations des USA et de Trump ont été extrêmement importantes. Ce sont des sanctions contre les compagnies pétrolières russes. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de sanctions secondaires, des sanctions sur le gaz, des sanctions contre l'énergie nucléaire russe. Bref, il est dans son bunker. Et que fait-il d'ailleurs dans son bunker? Eh bien, il décore les héros Azov. Attendez là, cette image, il me semble avoir déjà vu dans un vieux manuel d'histoire. Vous savez, un type, un petit moustachu dans un bunker qui décorait des soldats qui portaient de tels insignes. Ah, la mémoire, je ne me rappelle plus très bien. Sur le front ukrainien, le chaudron est en train de se refermer. Front centre, Pokrovsk, c'est fini. D'après plusieurs sources, l'agglomération serait sous contrôle total des forces russes ce soir, c'est-à-dire hier soir. Mais il faudra encore plusieurs jours pour sécuriser la ville. Un message du président russe. La Russie ne menace personne, mais annonce qu'elle développe son potentiel nucléaire. L'essentiel des déclarations de Poutine lors de la cérémonie de remise des prix aux développeurs de Boresnik et du Poséidon. Si cela vous intéresse, la suite est dans ma description. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy. Et oui, Rouve va incarner Samuel Paty à l'écran. La vision des bobos woke cultureux sur le monde de l'éducation. Des tuches. Autrefois, les héros étaient joués par des acteurs mythiques. Vol du Louvre, suite. Tiens, les Russes, je ne les imaginais pas comme ça. Abdoulay, alias Doudou Cross-Bitume, ancien vidéaste populaire sur YouTube et TikTok, pour ses exploits en moto, est aujourd'hui mis en examen pour le spectaculaire vol de joyaux de la Couronne de France au Louvre. Ce trentenaire d'Aubervilliers, délinquant de petite envergure au profil inattendu pour un tel casse, aurait agi sur commande. Autrefois figure du motocross urbain, il est désormais au cœur d'une affaire qui intrigue les enquêteurs. La comédie continue. Le lendemain du braquage, Rachida Dati, la multirécidiviste au ministère de la Culture, avait salué le professionnalisme des équipes du Louvre. Or, on découvre qu'il suffisait de taper le mot de passe Louvre sur les serveurs du musée pour accéder à toute la vidéosurveillance. Pannier-Runacher fait reparler d'elle. Textile submergé. On a augmenté notre consommation de vêtements de 40% en 15 ans. 40%. Est-ce qu'on est 40% plus heureux? C'est faux. Et les vêtements, on les conserve 2 fois moins longtemps. Et Agnès Pannier-Runacher est candidate à la succession de Jean Castex à la tête de la RATP. Clément Beaune le serait également. Le canard enchaîné, la République des recasés. Et puis, je voudrais revenir sur cette phrase hilarante, vous l'avez entendu. On achète 40% de vêtements en plus et on les garde 2 fois moins longtemps. Et on n'est pas très heureux. Une causalité. Et oui, les mondialistes ont ouvert les portes au déferlement du textile asiatique de très mauvaise qualité. Et maintenant, vous les voyez tous chouiner, ces mondialistes. On est submergés par les déchets. Comique. Document exclusif, militant macroniste participant à la vie démocratique sur les réseaux sociaux. Le bonheur vu par une féministe. À 43 ans, elle est fière de ne pas avoir de mari ni d'avoir fondé de famille. Elle se présente bien évidemment avec un filtre pour paraître plus jeune. Cela lui permet de boire du rosé toute seule en regardant des séries toutes pourries. Et elle présente cela comme une réussite. Ça fait envie, la libération de la femme moderne et citadine. Remarquez, je n'ai pas à juger de sa vie privée, elle fait ce qu'elle veut. Mais que voulez-vous, il y a l'expérience. Nous sommes tous programmés pour avoir des enfants. Et dans 10 ans, à 53 ans, la femme qui boit seule du rosé, comment dirais-je, c'est horriblement triste. Allez, Le Monde selon le ténia à lunettes, Mathieu Slama. Et si on cessait de parler de souveraineté, de puissance ou de nation, et qu'on leur préférait la défense des droits et des libertés de chacun à travers le monde? Extrait d'un débat passionnant sur C'est ce soir, jeudi dernier. C'est énorme, défendre des droits et des libertés sans État pour les appliquer. Si vous organisez des dîners, contactez le ténia à lunettes, un champion de classe mondiale. On s'est moqué des Miss France alors qu'elles tiennent des discours infiniment moins débiles que celui-là. Comme disait Léo Ferré,
la gauche est une salle d'attente pour le fascisme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.